Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens à nouveau avec le Dr Rein Müllerson, ancien président de la faculté de droit de l'Université de Tallinn en Estonie. Rein, bienvenue de retour sur la chaîne. De m'avoir invité. Eh bien, merci d'avoir accepté, car vous avez récemment écrit et publié un article très intéressant. Et vous venez de me dire une des choses qui le rend également intéressant, c'est qu'il a été publié chez Oxford University Press. Car Oxford University Press est un éditeur occidental. Et il y a eu quelques voix critiques qui ne voulaient pas vraiment que cet article soit publié, parce que vous écrivez sur les révolutions dans la dynamique des superpuissances et sur la façon dont tout est en train de changer. Et ce n'est pas vraiment en faveur des puissances occidentales et de l'OTAN. Et vous décrivez ce qui se passe ici. Pouvez-vous nous présenter brièvement les arguments de l'article et aussi nous donner votre avis sur la question de savoir si le récent changement de nom du département de la Défense aux États-Unis en département de la guerre soutient ou non votre argumentation? C'est une question intéressante. Je ne suis pas certain que ce titre ou ce nom subsistera après le départ de Donald Trump. Ils le renommeront probablement encore une fois, car chaque pays a désormais des ministres de la Défense. Le King's College, où j'ai travaillé pendant près de 18 ans, possède un département d'études sur la guerre. C'est peut-être une tradition britannique. Tous les autres pays ont leur ministre ou département de la défense. Si tout le monde ne faisait que se défendre contre les attaques, il n'y aurait ni conflit ni guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous voyons de nombreux conflits dans le monde d'aujourd'hui, non seulement entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien, mais aussi au Moyen-Orient et dans d'autres endroits également. Donc je ne pense pas que le nom restera, mais il reflète vraiment la réalité du monde. Et donc, en tenant compte de cette réalité, quels sont ces nouveaux rapports de force entre superpuissances que vous observez? Cette reconfiguration géopolitique en cours, pourriez-vous nous la décrire? Oui, j'en parle dans mon article. Et je pense que le conflit ou la guerre en Ukraine incarne et accélère cette reconfiguration géopolitique ainsi que géoéconomique du monde ou des relations internationales. Cependant, ce processus a commencé il y a longtemps, bien avant février 2022, lorsque la soi-disant invasion russe à grande échelle a eu lieu. Je dirais qu'en 2022, il ne s'agissait pas du tout d'une invasion à grande échelle. C'était, à mon avis, un usage très limité de la force militaire, dans le but de forcer l'Ukraine à négocier conformément aux accords de Minsk, plus ou moins, et j'y reviendrai peut-être plus tard. C'est devenu plus ou moins un conflit à grande échelle maintenant, c'est vrai, mais à l'époque, ce n'était en aucun cas une invasion à grande échelle. Cela a même commencé avant 2014, lorsque le coup d'État a eu lieu à Kiev, en Ukraine. J'ai alors vu de mes propres yeux, même si c'était à la télévision, je n'étais pas à Kiev ni en Ukraine à ce moment-là, comment le sénateur John McCain a exprimé son soutien personnel et celui des Américains à l'opposition. Pouvez-vous imaginer, par exemple, le célèbre homme politique russe, un peu bouffon, Zhirinovsky, se rendant en Estonie, disons, et plaidant pour leur opposition? C'est inimaginable. Et Victoria Nuland et Jeffrey Piat, alors ambassadeurs américains à Kiev, ont discuté de la composition du gouvernement en Ukraine. C'était une violation tellement arrogante et flagrante du principe de non-ingérence en droit international. Vous ne pouvez pas imaginer cela. À cet égard, je me souviens qu'en 1967, lorsque le général de Gaulle était à Montréal, au Canada,
il a prononcé un discours, probablement un peu emporté par l'accueil chaleureux, et il a terminé son discours par « Vive le Québec libre ». Il saluait un Québec libre. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, De Gaulle a démissionné 1 an plus tard. Mais durant cette période, les relations entre le Canada et la France étaient très froides. Une telle ingérence dans les affaires intérieures du Canada était considérée comme inacceptable. Cette reconfiguration des relations internationales a commencé, à mon avis, lorsque la guerre froide a pris fin. Cela durait déjà depuis de nombreuses décennies. Le système d'équilibre des puissances de la guerre froide a alors émergé, mais peu de temps après, un moment unipolaire dans les relations internationales est apparu. Il y avait une hyperpuissance, pour reprendre les mots de l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Ce devait être un siècle américain, mais il a été écourté par une série d'erreurs commises par différentes administrations américaines, comme la guerre contre le terrorisme, par exemple. Surtout son extension à l'Afghanistan, où les États-Unis et leurs alliés sont restés plus de 20 ans. La tentative de démocratiser le Grand Moyen-Orient, comme on l'appelait, je dirais que c'était un moment fukuyamien ou de Fukuyama dans l'histoire. Bien que Fukuyama ait été critiqué et qu'il ait même critiqué ses propres travaux par la suite, néanmoins, au moins l'Occident était fukuyamien, et pas seulement l'Occident, mais aussi de nombreuses personnes dans d'autres pays. Pendant ce temps, la Chine poursuivait son ascension pacifique. De plus, la Russie est sortie d'un coma qu'elle s'était infligé elle-même, mais qui était aussi une sorte de suicide assisté, je pense, car beaucoup en Occident voulaient affaiblir la Russie. Dick Cheney, en particulier, a exprimé l'idée que plus la Russie serait petite, mieux ce serait. Aujourd'hui, on pourrait, à mon avis, légitimement généraliser en disant que le monde a atteint un point de bascule. Caractérisé par les efforts de l'Occident, jusqu'à récemment hégémonique, pour préserver et même étendre son hégémonie ou sa domination en contenant des rivaux potentiels ou réels, ainsi qu'en tentant de rallier ceux qui préféreraient profiter d'une position de neutralité. Nous reviendrons peut-être un peu plus tard sur cette neutralité, vraiment authentique, et qui aurait intérêt à ne pas prendre parti dans cette nouvelle rivalité entre superpuissances dans le monde. Et en utilisant ce terme de point de bascule, je veux dire qu'il existe un équilibre relatif entre l'ancien monde, c'est-à-dire le monde dominé par l'Occident, et le nouvel ordre multipolaire émergent. Il y a des signes que cet équilibre relatif, à mon avis, ne durera pas longtemps. L'Occident continue de commettre des erreurs qui sont contre-productives pour ses efforts visant à prolonger son hégémonie. Par exemple, l'Occident, en particulier les États-Unis, ainsi que ses vassaux européens, je dirais, ont concrétisé ce que l'on appelle le cauchemar de Kissinger. Vous vous souvenez probablement qu'Henry Kissinger, lorsqu'il était secrétaire d'État et conseiller du président Nixon, avait ce cauchemar selon lequel l'Union soviétique et la Chine uniraient leurs forces et s'opposeraient ainsi à la domination ou à l'hégémonie américaine dans le monde. Aujourd'hui, en particulier l'administration Trump, mais pas seulement elle, a fait exactement cela. La Russie et la Chine sont devenus presque des alliés et des partenaires dans le monde. Il ne s'agit pas seulement du conflit entre l'Occident et la Russie en Ukraine, car les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et même le génocide commis par Israël contre les Palestiniens, ainsi que son comportement d'intimidation envers ses voisins. Par exemple, la récente attaque contre le Qatar vont retourner le monde arabe et musulman, et pas seulement ce monde-là, contre Israël, mais aussi contre ses soutiens en Occident. C'est ce que je qualifierais de reconfiguration radicale du monde. Cela affecte non seulement les relations internationales, mais aussi les politiques intérieures de nombreux pays.
Ces forces souverainistes sont devenues plus influentes dans de nombreux pays, y compris les pays occidentaux. L'Inde occupe aujourd'hui une position très intéressante. Elle souhaite rester neutre et ne pas être entraînée dans le conflit entre la Chine et l'Occident. C'est ainsi que je caractériserais cette reconfiguration radicale du monde actuel. Je suis d'accord avec vous. Et vous savez, ce que nous voyons en ce moment, c'est un changement dans le type de politique que les États peuvent mener individuellement. Excusez-moi. C'est aussi une remise en question de la façon dont nous envisageons la trajectoire à long terme sur laquelle nous nous trouvons. Permettez-moi de vous poser cette question, car depuis longtemps, depuis 7 ou 8 ans, j'ai cette question en tête. Jusqu'à très récemment, nous appelions la période entre 1989 et, vous savez, les années 2020, la période post-guerre froide. Pour moi, j'ai toujours pensé que cette description ne pouvait pas durer, car on ne peut pas être post quelque chose indéfiniment. Il doit y avoir une suite. Nous allons donc probablement repenser la façon dont nous appelons la période post-guerre froide. Et il me semble, comme vous venez d'utiliser ce terme, que nous sommes passés, ou que nous conceptualisons désormais ce que nous vivons, d'une bipolarité pendant la guerre froide à un moment unipolaire, puis maintenant à un moment multipolaire, ce qui, à mon avis, fait partie de cette réflexion sur notre époque. Je me demande si vous le voyez aussi de cette façon. Et deuxièmement, donc si la multipolarité est ce à quoi nous devons nous attendre. Alors, deuxièmement, le Dr. Jeffrey Sachs a récemment fait cette observation selon laquelle les États devraient viser non pas des sphères d'influence, mais des sphères de sécurité, une sécurité partagée, et que les pays neutres en fassent partie, car ils contribuent à désamorcer le dilemme sécuritaire des deux côtés. D'une certaine manière, ce que nous observons, c'est que les États-Unis s'accrochent encore à ce concept de sphère d'ingérence, et que l'Ukraine est l'endroit où ils s'autorisent à intervenir, ainsi qu'en Géorgie et en Arménie. Et ils essaieront de le faire avec leur petite révolution de couleurs, car c'est ce qu'ils savent très bien faire. Et nous voyons que cela ne fonctionne plus. C'est comme s'ils se heurtaient désormais à un mur. Et c'est peut-être une partie de ce changement. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez raison, et j'apprécie particulièrement cela. Vous avez parlé de sphère d'influence, de sphère d'ingérence, et ainsi de suite. Je dirais que, oui, il existe des sphères d'intérêt, y compris des intérêts de sécurité. Par exemple, en Ukraine, je dirais que la Russie a un intérêt pas nécessairement à influencer. Peut-être que la Russie souhaite aussi influencer. Mais la question principale est d'avoir une sphère d'intérêt. Ce qui signifie qu'il y a, à la place de l'Ukraine, un gouvernement qui n'est pas au moins hostile à la Russie. De même, on peut constater, c'est aussi intéressant, que ce n'est pas la Russie qui s'est rapprochée de plus en plus de l'Occident. C'est l'OTAN qui est venue jusqu'aux frontières de la Russie. Et aussi, ce n'est pas la Chine qui va dans les Caraïbes, au Mexique ou au Canada. C'est les États-Unis qui se rapprochent de plus en plus de la Chine. Et peut-être qu'en passant, il vaut la peine de rappeler que la Chine, en général, n'a pas montré beaucoup d'intérêt à dominer le monde. Cela est peut-être en train de changer un peu. Vous vous souvenez, c'était au XVe siècle, probablement sous la dynastie Ming en Chine, qu'il y avait ce célèbre amiral, Zheng He, qui avait une flotte et a voyagé jusqu'en Afrique, au moins jusqu'au Moyen-Orient. Certains écrivent qu'il est allé en Amérique. Je ne sais pas, j'ai quelques doutes à ce sujet. Mais néanmoins, la Chine a brûlé sa flotte et a commencé à construire la Grande Muraille de Chine pour s'isoler du Nord. Peut-être que la Chine a aussi changé à cause de cette politique d'isolement. La Chine, qui était la force dominante dans le monde et bien plus développée que l'Occident à cette époque, est devenue plus faible et a été colonisée ou semi-colonisée
par les puissances européennes. Peut-être que la Chine a tiré une leçon. Elle ne poursuit plus une diplomatie aussi pacifique, ni ne cherche à s'isoler comme elle l'a fait durant la dynastie Ming il y a des siècles. Alors, qui sait? Mais je veux dire, même aujourd'hui, la politique étrangère chinoise est très fortement axée sur la politique commerciale. Tout tourne autour du commerce. Il s'agit de créer des liens, des connexions et de l'accessibilité. C'est vrai, mais la Chine ne veut plus être isolée. Et la Chine a intérêt à ne pas avoir. Je connais John Mearsheimer comme beaucoup, et je partage probablement la plupart de ses opinions. Un Américain dit que la Chine est une menace pour l'Amérique. La Chine est une menace pour la domination américaine, l'hégémonie dans le monde, probablement, mais pas une menace pour les États-Unis ou les pays occidentaux en tant que tels. Je soutiendrai cette opinion. Et le seul point sur lequel on pourrait remettre en question la théorie du professeur Mearsheimer, c'est qu'il universalise l'expérience euro-américaine et affirme que tous les États agiront de la même manière. La question est donc de savoir si cela s'applique aux États civilisationnels, comme la Chine et la Russie. Mais permettez-moi peut-être d'aborder le deuxième sujet que nous souhaitons discuter, à savoir les causes profondes. Vladimir Poutine ne cesse d'évoquer les causes profondes de la guerre en Ukraine et affirme qu'il faut les traiter pour parvenir à un accord de paix, alors même que la Russie poursuit la composante militaire de sa stratégie à double voie afin d'obtenir une résolution favorable à la Russie de ce carnage et de cette tragédie. Pouvez-vous peut-être nous dire comment vous interprétez les causes profondes et la manière dont les Russes les perçoivent? Et comment les Russes considèrent-ils réellement la nécessité d'y répondre? Et comment cela s'articule-t-il avec la façon dont l'Occident tente d'atteindre ses objectifs? Je pourrais énumérer brièvement ces causes profondes et essayer de les expliquer comme suit. Tout d'abord, il y a l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Il avait été promis, si l'on s'en souvient, une promesse orale de George H.W. Bush, le père, et de son secrétaire d'État, de ne pas élargir l'OTAN lors des négociations sur la réunification de l'Allemagne. Ils avaient promis de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Si la Russie retirait ses troupes d'Allemagne ou d'autres pays, alors l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Cette promesse était orale, mais elle a été donnée en échange de l'engagement de la Russie à faire ce que l'Union soviétique sous Gorbatchev avait commencé à faire, à savoir se retirer d'Allemagne de l'Est et ainsi faciliter le processus de réunification allemande. En tant que juriste international, je dirais qu'il existe des cas, même devant la Cour internationale de justice et son prédécesseur sous la Société des Nations, la Cour permanente de justice internationale, qui montrent que ces promesses orales, ce donnant-donnant, je fais ceci si tu fais cela, peuvent également avoir une force juridique. Par conséquent, nous dirions qu'il s'agissait d'une violation non seulement de cette entente politique, mais aussi du droit international. Dans le processus d'élargissement de l'OTAN, il y a probablement eu 4 ou 5 étapes d'expansion de ce type. C'est le premier point. Comme l'a si bien exprimé le pape François, l'OTAN aboyait trop fort aux portes de la Russie. Ensuite, je mentionnerai le non-respect des accords de Minsk. Je pense que cette invasion russe, limitée de l'Ukraine en 2022, l'une des raisons pour lesquelles la Russie l'a fait, était de forcer l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk. Il est également intéressant de noter qu'en 2022, en février, avant le 24 février, lorsque la Russie a utilisé cette force militaire limitée directement en Ukraine, il y a eu une série de bombardements augmentant progressivement et observés par les observateurs de l'OSCE, qui se sont intensifiés juste avant
que la Russie n'envahisse l'Ukraine avec ses propres troupes. Je comparerais peut-être cela à la situation qui s'est produite dans le monde en 1962, la fameuse crise des Caraïbes. Par exemple, Khrouchtchev, le dirigeant de l'Union soviétique, alors parfaitement en accord avec le droit international, a commencé à installer des missiles à moyenne portée sur le territoire cubain. Cuba était d'accord avec cela. L'Union soviétique était d'accord. Il n'y avait aucune violation du droit international. Mais John Kennedy, un président des États-Unis, à mon avis, disons, prudent, l'un des meilleurs, bien que son mandat ait malheureusement été très court, était même prêt à déclencher un conflit nucléaire afin de forcer l'Union soviétique à retirer ses missiles. Vous voyez, la présence de forces américaines ou de l'OTAN en Ukraine serait comme une sorte d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la Russie, très proche. Bien sûr, la Russie s'est opposée à l'adhésion de l'Estonie et des pays baltes à l'OTAN, mais elle était faible et ne pouvait pas réagir de manière adéquate. Mais l'Ukraine est une toute autre affaire. Je me souviens qu'en mars 2014, le président Poutine a prononcé un discours dans lequel il a fait ce que j'appellerais une bonne blague géopolitique, disant que les Marines américains sont généralement des types bien, mais qu'il préférerait les inviter à Sébastopol, la ville portuaire importante de Crimée, plutôt que d'être invités par les Américains à leur rendre visite à Sébastopol. Je pense que c'est une plaisanterie, mais c'est une réalité géopolitique. Comme je ne suis pas irrationnel, je n'ai pas d'attachement émotionnel, disons, envers la Crimée et la christianisation de la Russie. Géopolitiquement, l'Ukraine et la Crimée étant de facto sous le contrôle de l'OTAN représenteraient une toute autre situation pour la Russie. J'ai une question à ce stade, car vous avez observé cela de très près et directement dans les années 1990, lorsque l'Union soviétique, contre la volonté de Gorbatchev, s'est dissoute. Cela s'est produit à cause de Yeltsin et du nationalisme russe, n'est-ce pas? Ils ont dit « on arrête ici et on va faire notre propre chemin ». Les 15 républiques et 10 États successeurs. Il a toujours été entendu que l'Ukraine était un cas particulier, car 2 groupes de discussion spéciaux de l'OTAN avaient été créés, un pour l'Ukraine, un pour la Russie, avec l'OTAN-Ukraine et l'OTAN-Russie. J'ai oublié comment cela s'appelait, mais c'était une sorte de chose spéciale qui avait été créée. Je veux dire un lieu de rencontre qui avait été établi afin de discuter de ces questions. Et l'Ukraine, il a toujours été clair qu'elle était spéciale pour la Russie. Mais la Russie des années 90 semblait avoir, ou du moins parlait moins de, cette idée que l'OTAN représentait une menace. Nous savons que la Russie a même à plusieurs reprises laissé entendre qu'elle souhaitait rejoindre l'OTAN. Il y avait donc une perception différente de la manière dont l'OTAN pouvait devenir une structure de sécurité pan-européenne, voire eurasiatique. Quelque chose comme un successeur de l'OCDE, mais avec une composante militaire. L'idée était de réaliser ce rêve d'une maison européenne commune et d'une structure de sécurité commune, dans laquelle la sécurité de la Russie fait partie de celle des États-Unis, et donc d'obtenir un équilibre. Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet, et comment cette perception, peut-être aussi en Russie, à propos de l'OTAN, a dû évoluer? Cela a bien sûr considérablement changé aujourd'hui, y compris en Russie. Non seulement sous le président Eltsine, mais aussi lorsque Vladimir Poutine est devenu président de la Russie a exprimé ce point de vue et a au moins laissé entendre qu'elle souhaiterait également adhérer. Dans un tel cas, l'OTAN serait devenue une organisation de sécurité collective plutôt qu'une organisation de défense collective.
car les organisations de défense collective sont des blocs militaires. Et déjà à partir de la guerre du Péloponnèse, si ce n'est avant, lorsqu'il existait deux de ces blocs, la Ligue de Délos et la Ligue dirigée par Sparte, ce type de situation s'est présenté. Le monde des blocs militaires a conduit à la guerre du Péloponnèse, et il existe d'autres exemples de ce type. Donc oui, la Russie était simplement faible et ce n'était pas si important. L'adhésion des pays baltes et disons des anciens alliés du bloc de l'Est de l'Union soviétique à l'OTAN n'était pas si vitale pour la Russie. Bien sûr, aujourd'hui, la situation est différente, et je dirais que c'est peut-être regrettable de mon point de vue qu'en Russie, il y ait désormais des forces dominantes qui considèrent la Russie comme un pays complètement, disons, tourné vers l'Asie. Beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'il soit possible, du moins dans un avenir proche, d'entretenir de bonnes relations avec l'Europe. Je ne pense pas. Par conséquent, bien sûr, les dirigeants actuels en Europe, oui, ils ont fait leur carrière politique en soutenant l'Ukraine. Si l'on prend le président Macron, qui est très impopulaire et se bat pour son avenir en France, ou Keir Starmer au Royaume-Uni, également très impopulaire, ils ont tous construit leur carrière politique, principalement aujourd'hui, sur le soutien à l'Ukraine. Ainsi, tant que cette génération de personnes, et aussi ceux qui utilisent la propagande anti-russe, sera au pouvoir et influente, les choses ne changeront pas. Mais je crois que la Russie a intérêt à coopérer non seulement avec la Chine, avec les pays asiatiques, avec l'Inde, mais aussi avec les pays occidentaux. Il y aura de nouvelles générations de personnes, pas immédiatement, qui auront alors des relations normales, peut-être même amicales avec la Russie. Malheureusement, il existe en Russie des forces très dominantes qui considèrent que l'avenir de la Russie se trouve à l'Est. Je veux dire, c'est une bonne chose que la Russie coopère davantage avec l'Est aujourd'hui. Toute forme de coopération et l'organisation de coopération de Shanghai, vous savez, la sécurité partagée, c'est positif. Mais il y a une chose. La colonne vertébrale, politique et économique, et en grande partie la tête de la Russie, se trouve géographiquement dans la partie européenne. Donc je ne pense pas que la Russie puisse jamais changer ce fait. Et la deuxième chose, c'est que si l'Europe commence un jour à réaliser qu'elle fait elle-même partie de l'Eurasie et qu'elle en prend vraiment conscience, alors au lieu du transatlantisme, il y aurait peut-être un transcontinentalisme qui nous serait plus utile. À ce moment-là, je suppose qu'il devrait frapper à la porte de la Russie et dire « Hey, est-ce que tu nous laisserais revenir? Désolé d'avoir été absent pendant 500 ans, mais mawatat tu wanaino neasmo, le reste du continent. » Et culturellement, bien sûr, la Russie est européenne, malgré ses dirigeants influents d'aujourd'hui qui affirment que l'avenir de la Russie se trouve à l'Est, que ce soit avec la Chine, l'Inde ou d'autres pays asiatiques. Et même le président Poutine, du moins lors de son premier mandat, ou jusqu'à son discours de Munich en 2007, parlait de la Russie comme d'un pays européen. Ces questions connaissent des hauts et des bas, et cela fait aussi partie des actes de parole. Mais passons peut-être au point final, et je dois sauter une question, je suis désolé. Mais j'aimerais discuter avec vous de la neutralité en tant qu'élément de désescalade dans la politique de sécurité, des sphères de sécurité, et de la façon dont vous interprétez la position de la Russie, notamment en ce qui concerne leur volonté d'utiliser la neutralité comme un outil de politique internationale. Nous voyons qu'aujourd'hui encore, même après 3 ans et demi de guerre, c'est la Russie qui exige la neutralité de l'Ukraine. C'est un élément essentiel de ce que la Russie considère comme nécessaire.
Pensez-vous que cela se manifeste également dans d'autres régions? Puis-je faire un commentaire à propos de votre question précédente? Il est intéressant de noter qu'en 1968, Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller à la sécurité de Jimmy Carter, dans une interview dont je possède le texte, a déclaré que lui et le président Jimmy Carter voulaient que la Russie ait son propre Vietnam, et ils ont délibérément entraîné la Russie en Afghanistan. Oui. Ensuite, l'intervieweur a demandé à Brzezinski, « Mais vous avez créé le terrorisme islamique en faisant cela ?» Où il a répondu, « Le terrorisme islamique, c'est absurde. Ce n'est rien comparé à la disparition de l'Union soviétique en tant que principale menace. » C'était bien sûr insensé pour l'Union soviétique d'aller en Afghanistan. Tous ceux qui sont allés en Afghanistan ont très mal fini, qu'il s'agisse des Britanniques ou des Soviétiques. Mais l'Ukraine, c'est complètement différent. L'Ukraine est très importante, tant sur le plan sécuritaire qu'économique, même pour la Russie. Pour en venir maintenant à votre question sur la neutralité, je pense que la neutralité est devenue aujourd'hui un concept bien plus important qu'auparavant. Et pourquoi? Comme je l'ai déjà dit d'abord, il y a de plus en plus d'États qui ne veulent pas être entraînés dans cette rivalité entre les superpuissances. Aujourd'hui, il s'agit de la Chine, de la Russie et de l'Occident. Ils souhaitent rester neutres, commercer et entretenir des relations relativement bonnes avec tous les autres pays, comme l'Inde, par exemple, ou la Géorgie dans le Caucase. Je ne parle pas de l'État américain, mais bien de la Géorgie dans le Caucase. Elle veut rester neutre, ne pas être entraînée dans un conflit militaire avec la Russie. Vous vous souvenez probablement, surtout en tant que Suisse, qu'il y a eu une diplomate suisse, Heidi Tagliavini, qui a rédigé un rapport sur le conflit entre la Géorgie et la Russie. C'était un rapport très équilibré, et même trop équilibré à mon avis. Mais l'une des conclusions était que le conflit avait été déclenché par le président Saakachvili de Géorgie. J'ai des amis, des collègues et des étudiants en Géorgie qui confirment cela. Par exemple, l'ancien président du Parlement géorgien, qui disent que c'est Saakachvili qui a voulu profiter de ce moment. Il y avait les Jeux Olympiques en 2008, Poutine était absent et Medvedev était aux commandes. Saakachvili a profité de ce moment pour déclencher un conflit avec la Russie. Et seulement quelques mois plus tôt, il y avait le sommet de l'OTAN à Bucarest, au cours duquel l'OTAN a promis l'adhésion à l'Ukraine et à la Géorgie. Donc, sous quelque forme que ce soit, si Saakachvili voulait tâter le terrain, c'était le moment de le faire, et il l'a fait. Et Heidi Tagliavini, dans son rapport, a d'ailleurs indiqué que les premiers tirs ont été effectués par les Géorgiens. Et des soldats de la paix russe ont été tués, si je me souviens bien. Les Américains auraient utilisé des bombardements à haute altitude, comme ils l'ont fait, lâchement dirais-je, contre la Serbie en 1999 lors d'un conflit. La Russie a également utilisé une force relativement limitée contre la Géorgie, et la Géorgie souhaite aujourd'hui rester plus ou moins neutre. Ensuite, bien sûr, cette neutralité, comme je l'ai dit, de nombreux États aujourd'hui ne veulent pas prendre parti. Ils bénéficieraient des deux, disons, rivaux, la Chine et l'Occident, en particulier les États-Unis. Bien sûr, il y a ce point précis de la neutralité, et c'est la principale revendication de la Russie, que l'Ukraine devienne un État neutre. Et je pense que l'Ukraine elle-même en tirerait profit. Malheureusement, nous ne savons pas comment le conflit se terminera. Il est probable qu'il s'aggravera pendant un certain temps, au moins, mais lorsqu'il prendra fin, l'Ukraine bénéficierait du statut de neutralité, en coopérant à la fois avec l'Occident et la Russie. Il s'agit d'un point très spécifique de la neutralité.
Avoir une neutralité officiellement reconnue peut être confirmée également par le Conseil de sécurité de l'ONU, comme la neutralité de l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose de similaire. Ce serait aussi la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La neutralité est une garantie de sécurité si vous vous assurez que les deux camps n'ont pas envie de vous attaquer. Il n'existe pas de meilleure garantie de sécurité que de ne pas avoir d'ennemis. Je ne comprends pas pourquoi l'Occident a tant de mal à saisir cela. Personne en Allemagne ne pense à dissuader la France, ou vice-versa, parce qu'ils sont désormais amis. Si vous vous faites des amis de tous les côtés, vous avez la meilleure garantie de sécurité qui soit. D'une certaine manière étrange, ce que nous voyons actuellement me rappelle le début de la guerre froide. Lorsque la Russie, en tant qu'Union soviétique, a proposé la neutralité à une Allemagne réunifiée en 1953-1954 dans les notes de Staline, et cela n'a pas été accepté. L'Union soviétique a mis trop de temps à comprendre qu'elle pouvait donner l'exemple avec l'Autriche, ce qu'elle a finalement fait. Mais au moment où ils se sont mis d'accord et ont réussi à garantir la neutralité de l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest avait déjà rejoint l'OTAN. Il était donc trop tard. Dans un certain sens, ne serait-il pas stratégiquement judicieux que la Russie approche la Géorgie et dise « Chère Géorgie, si vous inscrivez la neutralité dans votre constitution, alors nous vous aiderons avec ces territoires et nous montrerons qu'il peut en sortir quelque chose de positif, car c'est aussi ce que nous souhaitons pour l'Ukraine. Nous utiliserons donc cela comme exemple. » Je ne sais pas, il est probable que la Géorgie n'inscrira pas un tel concept dans sa constitution, mais ce que fait la Géorgie, c'est qu'elle souhaite toujours rejoindre l'Union européenne. Et la Russie n'est pas non plus opposée à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Je ne pense pas que cela arrivera. Je crois que l'Union européenne, les pays européens qui ont soutenu l'Ukraine, devraient accepter l'Ukraine. Mais ce serait plutôt, disons, l'ukrainisation de l'Union européenne que l'inverse. Par conséquent, je ne crois pas, ce n'est pas que certains pays comme la Slovaquie et la Hongrie puissent être contre, mais je ne pense pas que cela arrivera. Mais au moins, la Russie n'est pas opposée à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, même si l'Union européenne est devenue aujourd'hui très militarisée, bien sûr. La Géorgie souhaite également rejoindre l'Union européenne, et la Russie n'y est pas opposée. Mais la Géorgie ne veut pas accepter les conditions imposées par l'Union européenne, ne rien avoir à faire avec la Russie. Alors, bien sûr, la Géorgie pourrait rejoindre l'Union européenne. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie soutenir l'opposition en Géorgie. Cela me rappelle le sénateur McCain soutenant l'opposition en Ukraine, lorsque Yanukovych était le président légalement élu de l'Ukraine. We work calculate now in the cal from Kenin. La langue de bois de ces pays est tout simplement incroyable, car la même Kaja Kallas d'Estonie, Kaja Kallas, qui dirige actuellement la politique étrangère de l'UMA, a récemment rendu visite, bien sûr, à l'homme fort de l'Arménie et l'a félicité d'avoir réprimé l'opposition en Arménie, laquelle est désormais, pour ainsi dire, en prison, et ainsi de suite. Je veux dire, toutes les règles sont jetées par la fenêtre. Ce n'est pas l'acte qui compte. C'est de savoir si c'est pour nous ou contre nous, et ils soutiennent cela. C'est extrêmement hypocrite. Ah oui, elle est très ignorante en histoire. Récemment, elle a dit que la Russie et la Chine n'avaient pas beaucoup contribué à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr.
La Russie, ou l'Union soviétique, a apporté la plus grande contribution à la défaite de l'Allemagne nazie en Europe et a également contribué à la défaite du Japon en 1945. La Chine n'a bien sûr pas joué un grand rôle en Europe, mais elle a aussi contribué à la fin du conflit en Asie contre le Japon. Kaja Kallas est une personne très ignorante. Elle se plaint de l'Union soviétique. Elle dit qu'elle n'avait pas beaucoup de sucre à manger. Mais son père était un fonctionnaire, un membre haut placé du parti en Estonie soviétique. Son enfance a été très agréable en Union soviétique. Elle se plaint de choses qu'elle, au moins, n'a absolument pas subies en Estonie soviétique. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je vais le redire. Nous devons simplement nous rappeler que la politique étrangère et la diplomatie actuelle de l'Union européenne sont dirigées par la fille, née en Union soviétique, d'un apparatchik communiste de l'Union soviétique. Voilà où nous en sommes. Et cela, pour moi, explique en partie la nature technocratique de notre situation et la façon dont certains accèdent au sommet. Ce sont clairement ceux qui excellent à s'intégrer dans les structures de pouvoir du moment, quelles qu'elles soient. Exactement. Y a-t-il encore un point que vous souhaiteriez aborder concernant cette question de neutralité, ou dois-je simplement vous laisser la parole pour vos remarques finales? Non, probablement pas. Je peux simplement répéter que la neutralité est importante dans ce sens et stauge vague. Des États qui ne veulent pas prendre parti. Et c'est assez important pour l'Ukraine et peut-être aussi pour d'autres pays proches des frontières de ces nouvelles puissances. Nous avons eu une conversation très intéressante. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup parlé de Trump, Deng Xiaoping et Gorbatchev et de leurs réformes respectives. Certains de mes amis qui ont vraiment réussi à lire mon très long article jusqu'au bout ont été surpris que j'ai comparé ces personnalités très différentes. Et ma comparaison portait sur un seul point que je voudrais souligner. Ils étaient au sommet du pouvoir, au moment où des situations révolutionnaires se sont produites dans leurs pays respectifs. Donc, vous parlez de Deng Xiaoping en Chine et de Donald Trump aux États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est la comparaison que vous faites. Et aussi Gorbatchev. Et Gorbatchev, oui. Veuillez expliquer. Prenons le temps. Gorbatchev en Union soviétique, parce qu'il y a une situation révolutionnaire aux États-Unis et, à mon avis, encore plus en Europe occidentale. Il y avait une telle situation dans les années 1970 et 1980 respectivement en Chine, lorsque Deng Xiaoping a lancé ces réformes qui ont vraiment permis à la Chine de redevenir enfin grande, pourrait-on dire. Il y a eu les réformes en Union soviétique initiées par Gorbatchev et poursuivies un peu par Eltsine, mais elles ont conduit à la disparition de l'Union soviétique, à son effondrement. Ce n'était pas totalement une mauvaise chose pour certains. L'Estonie est devenue un pays indépendant et d'autres aussi, mais ces réformes ont échoué. On peut voir que l'Occident a beaucoup accueilli favorablement les réformes de Gorbatchev, tout en condamnant les réformes chinoises, car elles sont désormais devenues excessives, ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a des années, j'ai lu un article dans Le Figaro, le journal français. Un journaliste français avait interviewé un intellectuel en Iran. À l'époque, Rouhani, vous vous souvenez sans doute, était président de l'Iran en 2015, je crois. Et cet intellectuel iranien disait que Rouhani, malheureusement, serait peut-être le Deng Xiaoping de la Chine, et non le Gorbatchev de l'Union soviétique. Pourquoi accueillir ces réformes ratées et minimiser les résultats des réformes réussies de Deng Xiaoping? À mon avis, c'est parce qu'en Occident, et pas seulement en Occident durant cette période fukuyamienne, on croyait qu'il n'y avait qu'une seule voie à suivre, progressive, et c'était la démocratie libérale, la mondialisation
et l'économie de marché. Alors peut-être que je peux profiter de cette occasion pour transmettre ce message également. Oui, l'Occident en général a beaucoup de mal à accepter qu'il existe d'autres modèles de civilisation qui peuvent aussi réussir à créer la prospérité pour les masses. Certains de mes amis africains de Tanzanie m'ont un jour dit « Vous savez, vous les Européens, d'abord, vous venez, vous nous apportez un livre, et vous nous dites d'aimer le livre et de tuer les homosexuels. Et maintenant, vous nous dites de brûler le livre et d'aimer les homosexuels. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous décider? L'Occident est très doué pour dire aux autres comment ils doivent vérifier les affaires. Le monde est tout simplement trop complexe et diversifié pour que le christianisme, le bouddhisme ou disons l'islam domine cette riche tapisserie, où une seule voie ou un seul modèle prévaudrait. Et c'est même une bonne chose. Il y avait Wolfgang Streeck. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur allemand qui a récemment écrit un livre qui a probablement été publié au début de cette année. Dans ce livre, il dit que plus le monde est démocratique, plus les sociétés qui le composent seront idiosyncratiques. Elles choisiront leur propre chemin, bien sûr, en empruntant, peut-être en côtoyant leurs voisins, en leur empruntant des éléments, mais en les adaptant ensuite à leur propre histoire, religion, culture, etc. C'est donc, je crois, ce qui se passe dans ce nouveau monde multipolaire. De belles paroles pour conclure cette discussion. Dr. Reimuller-Persson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Goodbye.